Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. De plus en plus de citadins font le choix de quitter la ville. Perçue comme étouffante pendant la crise du Covid, durant laquelle le phénomène s'était accentué, la ville est pour beaucoup également synonyme de crasse, d'embouteillage, d'appartements trop petits et de vies trop chères, d'insécurité, de pollution, de wokisme et j'en passe. Comme un Eldorado, la campagne apparaît alors comme un grand poumon qui, si l'on s'y réfugie, permet à chacun de retrouver un rythme et un mode de vie sain, loin de toute la pesanteur citadine et de ses inconvénients. Pourtant, le choc est parfois rude pour ces néo-ruraux qui ne réalisent pas tout à fait ce que peut représenter la vie loin de tout. Pas de supérette en bas de la maison, pas d'école à 2 arrêts de métro, un seul médecin pour plusieurs communes, le bruit des tracteurs, le paix des vaches, le chant du coq. Nous allons en parler et à cette adaptation s'ajoute celle des petites communes puisque l'afflux de nouveaux habitants dans les zones rurales représente pour elles un véritable défi. Plus d'habitations, plus d'infrastructures, plus de services, plus d'emplois. Il s'agit alors de faire face à tous les besoins qui accompagnent les néo-ruraux. Alors pourquoi quitter la ville au profit de la campagne ? Quels avantages, quels défis, quelles motivations ? Avec nous pour en parler, Anne Troubi. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes fondatrice du collectif Antigone, mère de famille et vous avez fait le choix de vivre loin des villes, tout comme Arnaud d'Anjou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur dans le hors-contrat et ex-patron du Libre Journal de la Jeune Droite. Et enfin, nous sommes en compagnie de Sylvain Saragossa. Bonjour. Bonjour Maud. Vous êtes maire reconquête de Chaumontel dans le Val d'Oise, une petite commune d'environ 3500 habitants si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Alors pour commencer, question simple, pourquoi avoir choisi de quitter la ville, Arnaud d'Anjou ? Les choix les choix de quitter la ville sont assez compréhensibles. Vous les avez rappelés en introduction. Il y a effectivement toute la partie qui concerne le mode de vie qu'on a en ville. C'est-à-dire il y a une double pollution. La pollution évidemment on va dire industrielle. Il y a le fait que les villes soient de plus en plus grandes et ne soient ainsi pas. Moi je considère qu'elles ne sont pas vraiment adaptées au mode de vie humain. Et on a aussi le fait évidemment que il y a toutes les pollutions intellectuelles qui vont avec la ville et toutes les pollutions, on va dire visuelles, la bétonisation, l'urbanisation. Donc ça fait beaucoup de choses. Et effectivement après typiquement quand on a des enfants etc. On a envie plutôt d'essayer de se rapprocher d'un mode de vie plus sain qu'on peut leur offrir à la campagne, se rapprocher également d'écoles. Donc vous le disiez, je suis professeur dans une école hors contrat, donc se rapprocher d'écoles qui sont le plus à même de nous permettre de transmettre nos valeurs et notre vision du monde à nos enfants. Anne Troubi, est-ce qu'en tant que femme et mère de famille, on a des raisons spécifiques de vouloir s'éloigner de la ville ? Évidemment, ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire que nous avons fait ce choix-là justement à la naissance de notre premier enfant. Ça revient à ce que disait Monsieur d'Anjou. Nous, il y a eu un gros enjeu d'éducation des enfants auquel j'étais déjà sensibilisée beaucoup via notre travail avec Antigone. Mais de fait, vivant à Paris pendant 10 ans, le fait de pouvoir se promener dans la rue en toute sécurité sans avoir à regarder derrière soi qui est en train de marcher, c'est extrêmement sécurisant de pouvoir laisser nos enfants jouer sur une place de marché pendant que nous on fait le marché parce que tout le monde les connaît parce qu'on est dans une très petite ville, c'est extrêmement sécurisant aussi. Alors nous on est beaucoup plus loin des écoles donc ça pose d'autres problèmes sur lesquels je pense qu'on reviendra dans le courant de la conversation, ouais. Mais l'enjeu de tranquillité, de sécurité et pour l'éducation aussi, c'est vrai que ne pas voir, Monsieur d'Anjou parlait de la bétonisation, mais aussi les pubs en permanence, cette sollicitation permanente de tous les sens et ce débranchement du cerveau au profit du bruit et de l'agitation permanente de la ville, c'est sain, c'est agréable. Et effectivement, nous, on n'a jamais regretté ce choix-là. Sylvain Saragossa, vous êtes le maire de Chaumontel dans le Val d'Oise. En quelques mots, parce qu'on va avoir une petite coupure à 8h pour un point information. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent Arnaud d'Anjou et Anne Troubi, cette tranquillité recherchée Oui, complètement. Tout a presque été dit. Je l'ai vécu également moi-même, puisque je suis né à Drancy, en Seine-Saint-Denis. J'y ai vécu pendant 30 ans, une commune de plus de 70 000 habitants. Et
lorsque j'ai fait ce constat-là également, hein, à la naissance de mon deuxième enfant, il a fallu effectivement faire des choses. J'ai vu se dégrader au fur et à mesure les conditions de vie d'une grande commune comme Drancy, et il a fallu prendre des décisions. Donc on a recherché un petit peu, pas trop loin, parce que Chaumontel est quand même à 38 km du centre de Paris, donc on n'est pas très loin, mais par contre on est vraiment un village rural, 3400 habitants, et effectivement je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que les parents, les familles laissent leurs enfants jouer sur la place du village, sur la place de l'école, et effectivement, alors comme je le dis très souvent, il y a ce sentiment de sécurité. On a parlé énormément de sentiment d'insécurité, mais nous, dans notre petit village, on a ce sentiment de sécurité qu'on souhaite absolument préserver. Donc, alors, je suis obligée de vous couper simplement pour oui. le bulletin d'information. On reste ensemble et on en reparle tout de suite après le bulletin d'information de Marie Falicon. De retour dans notre table ronde avec Anne Troubi, Arnaud Danjou et Sylvain Saragossa. Nous parlions tout à l'heure de cette disons, migration des citadins vers la campagne. Sylvain Saragossa, pourquoi avoir choisi finalement de vous présenter dans cette commune ? Alors, j'étais pas prédestiné effectivement à faire de la politique, mais c'est un petit peu la suite de ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que je suis arrivé d'une grande ville, d'une grande collectivité, 70 000 habitants, je l'ai dit. Je n'ai jamais fait, j'avais fait de politique à ce moment-là. Mais je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune lorsque j'étais à Drancy et plus activement lorsque je suis arrivé à Chaumontel, parce que justement, une petite commune de 3400 habitants mérite. Alors, lorsqu'on y arrive, on fait le choix de venir, et il me paraissait normal de m'investir et en tous les cas de m'intéresser à la commune. Je ne souhaitais pas juste y dormir et aller travailler et revenir le soir. Donc voilà, donc je me suis intéressé petit à petit à la vie de la collectivité, et lorsque j'ai vu qu'effectivement le prédécesseur avait engagé des investissements, une orientation qui ne me convenait pas, ou en tous les cas où je savais qu'il allait y avoir des problèmes financiers, et ça n'a pas effectivement tardé, avec un groupe de personnes, puisque je m'intéressais aussi aux associations, et j'étais membre d'associations, donc aussi bien membre des associations de parents d'élèves que du judo club de la ville, et donc on en discutait, et on est arrivé au même constat, donc que ça ne pouvait pas aller, et du coup à un moment donné on s'est regardé, on a dit ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'une personne y aille, donc du coup je me suis proposé, et on a gagné l'élection 2014, et je me suis représenté en 2020, et on a également remporté celle de 2020. Dans notre programme, c'était justement de conserver ce mode de vie, qui est mode de vie à la campagne, mais proche de Paris. D'accord. Arnaud Danjou, vous êtes dans une commune de combien d'habitants ? 4500, donc c'est pas loin de celle de Monsieur Saragossa. D'accord. Et est-ce que vous avez songé, vous aussi, peut-être à avoir un rôle un peu plus politique, entre guillemets, dans votre commune ? Alors, bien sûr, la vie à la campagne, alors qu'il faudra différencier du fait de quitter les villes, parce que quitter les villes pour habiter dans un environnement plus rural ne veut pas dire que, par exemple, on a abandonné son mode de vie urbain. Une grande partie des gens aujourd'hui qui habitent hors des villes ont des modes de vie urbains. C'est-à-dire que la seule différence, finalement, avec le fait d'habiter en ville, c'est que le temps de trajet, si vous voulez, entre la maison et le travail, en voiture et pas en transport en commun, et que ça peut être donc un peu plus long, par exemple, ou un peu plus court. Je pense que la vie à la campagne nous appelle aussi, en quelque sorte, à redécouvrir nos modes de vie, les modes de vie traditionnels qui ont façonné l'Europe et notre civilisation depuis des milliers et des centaines d'années. Et donc, effectivement, on va pouvoir se rapprocher de la nature, avoir un potager. Bon, tout ça, c'est des banalités que je dis et qui ont été bien dites et redites depuis la crise du Covid. Pardon.
Mais effectivement, la campagne et surtout les villes, les petites communes à cette échelle-là, voilà, quelques milliers, quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, ça permet à celui voilà, qui a envie de s'engager dans la cité et de s'engager politiquement, de le faire à un échelon où ça a beaucoup plus de sens, où la politique n'est pas que voilà, cette espèce de chose très vague qui se passe dans les hémicycles à Paris, etc., et où la politique, c'est justement le vrai vivre ensemble avec ses concitoyens et de pouvoir voilà, discuter de projets qui concernent tout le monde et à une échelle beaucoup plus locale. Anne Troubi, qu'est-ce que vous attendiez en quittant la ville pour la campagne? Quels étaient vos espoirs? Vous nous avez fait un petit peu part au début de cette table ronde. Et ont-ils été atteints, ces espoirs, ces attentes? Alors nous, on est dans une beaucoup plus petite commune que ça. On est à 1500 habitants et c'était une très grosse commune pour notre coin. Donc, c'est une réalité un petit peu différente. Moi, j'avais déjà des attaches dans cette région. Donc, on voulait se réenraciner pour donner une éducation aussi cohérente à nos enfants. Voilà. Pas être dans un lieu qui n'a pas de sens pour nous, pour notre famille. On voulait chercher effectivement un petit peu de tranquillité, de sécurité. Et puis, un mode de vie plus effectivement en adéquation avec des rythmes naturels, avec... ancré tout simplement dans la réalité. C'est vrai que dans le mode de vie urbain, on peut être très très déconnecté de la réalité avec tous ces rythmes. Voilà, en fait, on vit au rythme des transports en commun, on vit en rythme du travail salarié, on vit au rythme de tout ce que nous impose en fait la culture contemporaine. Tandis qu'effectivement, à la campagne, on a peut-être un rythme. Alors, on n'échappe pas à ce rythme-là. On a effectivement les rythmes scolaires, on a les rythmes de travail qui sont les mêmes. Donc ça, c'est vrai que il y a aussi un fantasme de la campagne et de ce retour aux sources qui est pas tout à fait en accord avec la réalité. C'est-à-dire qu'on reste ancré quand même dans les rythmes du monde moderne. On subit les changements d'heure, on subit les rythmes scolaires effarants, on subit beaucoup de choses et parfois on les subit plus lourdement encore à cause de l'éloignement géographique, justement, et du fait que beaucoup de trajets doivent être faits en voiture. C'est un des problèmes qui avait été mis en exergue notamment par les gilets jaunes, avec le prix du carburant qui pèse aussi sur ces personnes qui vivent à la campagne et qui ont souvent pas beaucoup de revenus. Mais nous, on a été très satisfaits de notre choix parce que justement, je pense qu'on a réussi à aménager aussi une vie plus saine. Après, je connais aussi beaucoup de gens qui ont fait ce changement de vie, qui sont allés à la campagne et qui en sont déçus aussi parce qu'il y avait une image d'Épinal de ça et peut-être parce que on peut se retrouver très vite isolé à la campagne. C'est-à-dire que pas plus qu'en ville, si on ne fait l'effort, le lien avec ses voisins ne se crée pas ex nihilo. Il faut s'engager localement, on l'a dit, dans les associations locales, dans la vie politique locale, et c'est seulement à prix d'un minimum d'efforts de notre part, d'efforts de volonté et d'aller vers les gens qu'on va réussir à avoir une véritable vie sociale, un ancrage local et donc un entourage, parce qu'on peut se retrouver effectivement extrêmement seul. Je pense à l'exemple des mères de famille qui sont globalement parlant en ville comme à la campagne extrêmement isolées. À cause de l'éloignement géographique des familles, notamment, à cause de beaucoup de choses dont on a déjà beaucoup parlé dans nos textes avec Antigone. Mais à la campagne, ça peut être plus vif encore, parce que justement, les amis ne sont pas forcément proches géographiquement, parce que tous les services qui remplacent en fait les entraides et les solidarités naturelles aujourd'hui en ville, qui sont désormais payants, mais qui, malgré tout, apportent quand même une aide logistique, ne sont pas forcément accessibles à la campagne. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a pas la possibilité de laisser un enfant en crèche quelques heures par semaine. On n'a pas la possibilité d'avoir une aide à domicile. Il y a une telle demande, en fait, de personnes seules, isolées, en vraie difficulté sociale, avec des difficultés de santé, qu'une mère de famille n'a pas accès, par exemple, à la DMR. On a aussi un isolement des réseaux de santé, un isolement de tous les réseaux de sociabilité classiques, parce qu'il y a assez peu de choses qui se passent dans les petites communes. Après, avec un véritable effort, un engagement local, on peut se raccrocher à ce qui existe et on peut aussi, justement, on a une plus grande possibilité, comme ça a déjà été dit, d'être un véritable levier de changement dans la vie locale. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer des vraies associations qui changent la vie locale. On a la possibilité de s'engager dans des associations de parents d'élèves des écoles et on a vraiment la possibilité d'être force de proposition. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement agréable par rapport à la grande machine que peut être la ville.
Alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression de parler d'un changement de pays, voire de civilisation, quand on évoque simplement le fait de quitter la ville pour le village. Mais il faut dire que cette migration n'a pas toujours été vue du bon œil par les habitants de certains villages. On pense aux nouveaux arrivants qui se sont empressés de demander aux agriculteurs de ménager leur exploitation parce que les vaches sentaient trop fort, à ceux qui ne supportaient pas d'être réveillés par le chant du coq. Sylvain Saragossa, pour vous, c'est un caprice ou un gouffre social entre les Parisiens, pour ne pas les citer, et les Français qui vivent en zone rurale? Mmh. Nous, nous n'avons pas ce problème-là. Nous n'avons pas ce problème-là pour la simple et bonne raison que nous ne laissons pas d'espace pour écouter ce type de plainte ou de revendication. Voilà. On coupe court immédiatement. Ceux qui ont choisi de faire le choix de venir dans nos villages, dans nos petites communes, c'est un choix et je dirais que ça doit se mériter. Quand je dis que ça doit se mériter, c'est tout simplement parce que ça nécessite aussi des sacrifices. Lorsque vous venez d'une grande collectivité, Madame Trembil l'a très bien dit, il y a des sacrifices à faire en termes de transport. Il y a des sacrifices à faire en termes de garde pour les enfants. Je sais que nous, on a fait un nombre incalculable de kilomètres pour emmener nos enfants chez des copains, chez des copines, à des anniversaires. Parce que effectivement, le collège regroupe plusieurs communes, donc il faut aller effectivement emmener les enfants à droite et à gauche. Donc je pense qu'effectivement, ceux qui le souhaitent venir dans les campagnes doivent intégrer la spécificité de nos petits villages. Voilà. Et si effectivement ils veulent vivre à la campagne comme dans des grandes villes, qu'ils restent dans les grandes villes. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Ça a très bien été dit également. Nous, on demande, enfin, on souhaite, à chaque fois que j'ai la cérémonie des nouveaux arrivants, je fais cette cérémonie-là une fois par an, je le dis bien aux nouveaux arrivants, nous avons besoin de vous pour intégrer des associations, pour participer à la vie de la commune. C'est nécessaire, c'est impératif. Il suffit pas juste de prendre ce qui intéresse et demander et réclamer sans y participer. En règle générale, ça passe très bien parce que ceux qui viennent dans nos territoires savent ce qu'ils ont quitté, savent ce qu'ils souhaitent quitter et ils intègrent parfaitement les spécificités d'une petite collectivité. Voilà. Alors, pendant la crise sanitaire, pourtant, il y a eu effectivement un énorme déplacement des citadins vers la campagne. Et en fait, très rapidement, certains citadins se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du tout faits pour cette vie-là. Est-ce que vous avez justement été confronté à cette situation dans votre commune ? Non. Alors, depuis la crise du Covid, nous avons eu 3 fois plus de nouveaux arrivants. Oui. 3 fois, un peu moins de 3 fois plus de familles qui se sont installées. Donc ça, nous le quantifions par les déclarations d'intention d'aliéner, c'est-à-dire les cessions notariées, et également les invitations que nous faisons par rapport à cette cérémonie des nouveaux arrivants. Et toutes celles et tous ceux avec qui je discute lors de cette cérémonie me disent tous la même chose. Voilà, nous sommes venus pour le cadre de vie. Voilà. Nous revivons, c'est ce que je vous disais, nous faisons des sacrifices, nous le savons, mais par contre, effectivement, c'est une meilleure qualité de vie, c'est également une meilleure éducation pour les enfants parce que dans les petites communes, nous sommes très sensibles et nous travaillons étroitement avec le corps enseignant. Et nous avons, il est vrai, alors je peux parler plus spécifiquement sur ma commune, mais nous avons des enseignants et des directrices élémentaires et maternelles exceptionnelles qui travaillent, je dirais, encore à l'ancienne, si je puis me permettre, où l'enfant est au cœur de leurs préoccupations et ils font abstraction de tout ce qui est nouvelle... je vais pas dire une nouvelle mode, mais tout ce qui vient parasiter, tout ce qui est wokisme, tout ça. Donc voilà, ils se concentrent effectivement sur l'essentiel, sur l'éducation et sur les apprentissages.
Et ça, c'est extrêmement appréciable. Vous parlez d'éducation, Anne Troubi, vous êtes maman. Est-il effectivement plus facile d'élever ses enfants, d'éduquer ses enfants, ou alors plus facile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais là où vous êtes désormais? Alors, facile n'est sans doute pas le bon mot. Comme je vous disais, il y a quand même des facilités pratiques qui existent en ville qu'on ne peut pas avoir, auxquelles on ne peut pas avoir accès dans toutes les communes. Parce que là, on parle de manière assez générale, mais en fait, ce sont des réalités très différentes d'une région à une autre et d'un village à un autre, parce qu'effectivement, il y a voilà, nous, on n'est pas, par exemple, desservis par le train. Il faut faire 30 minutes de voiture pour arriver à un train. Donc, c'est une réalité très différente que d'autres villes bien que des petites communes de campagne qui peuvent être beaucoup plus proches des moyens de transport. Donc, il y a déjà des réalités très différentes à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous, un des enjeux qu'on avait beaucoup évoqué avec Antigone, c'est cette question de l'autonomie et qu'on a vocation à rechercher, à mon sens, de manière communautaire. Donc, c'est l'intérêt aussi d'aller à la campagne, c'est qu'on a une proximité avec cette communauté locale qui est beaucoup plus grande. Donc ça va donner aussi, je pense, des repères beaucoup plus stables aux enfants, des repères en termes d'espace, de temps. Il y a quand même le même phénomène à la campagne qu'en ville de bétonisation, de publicité partout, mais de fait, on va pas avoir des encarts publicitaires à tous les coins de rue. Donc il est beaucoup plus facile en fait d'avoir un message cohérent en tant qu'éducateur auprès des enfants, en tant que parent, parce qu'on n'est pas parasité en permanence par ces messages qui nous viennent d'ailleurs. Après, c'est une question encore une fois de choix et de volonté. C'est-à-dire que je constate autour de moi que c'est pas la réalité de tous les foyers. Enfin, je veux dire, les camarades d'école de mes enfants sont abreuvés de dessins animés, d'émissions de télé, de culture moderne, tout aussi délétères que des petits habitants de la ville. Ils ont les mêmes passe-temps, ils ont les mêmes vêtements avec floqués de marques partout. Et il y a énormément de personnes dans nos communes rurales qui ne font leurs courses qu'au supermarché local en achetant des kiwis qui viennent de l'autre bout du monde et des steaks qui ont fait 3 fois le tour du monde lorsqu'ils étaient vivants et 3 fois le tour du monde après avoir été morts. Il y a quand même une nécessité aussi de faire cette démarche, hein, de s'ancrer localement, encore une fois. Mais à partir du moment où on fait cette démarche, je pense que l'environnement en fait familial, l'environnement personnel va être plus sain effectivement pour l'éducation, va nous laisser plus de marge de manœuvre aussi pour assumer pleinement cette responsabilité qu'on a en tant que parent, sans être parasité en permanence. Et ensuite, il y a quand même ce problème extrêmement sensible des écoles, où effectivement toutes les communes n'ont pas des écoles. Et les écoles, là, il faut quand même faire le lien avec la crise de la natalité qui est en ce moment. Nous, dans notre école, il y a seulement, si je compte, 4 classes, puisque toutes les maternelles, petites, moyennes sections sont ensemble. Ça fait même pas 28 élèves. Hein. CPCE1 sont ensemble. On atteint difficilement 8 et 8. On atteint les 16-17 élèves en CPCE1. Voilà. Et ces communes-là, ces écoles, elles ont été menacées de fermeture depuis les 10 dernières années. Les gens localement se sont battus pour les maintenir ouvertes. Avec la baisse de la natalité, il y a des écoles, beaucoup d'écoles qui vont fermer. Ça va créer aussi de gros problèmes aussi logistiques, hein, parce que c'est pas évident de faire une demi-heure de trajet le matin pour une école quand on est parent et quand on a des enfants en bas âge. Et ensuite, quand on veut le choix aussi dans l'éducation, je pense à des âges un peu plus des enfants un peu plus grands, eh bien, on se retrouve effectivement avec les programmes de l'éducation nationale et tout ce qui s'ensuit, ou alors l'option des écoles sous contrat ou des écoles hors contrat qui peuvent être loin. Et je sais que pour nous, c'est une réalité de se poser la question de l'internat pour nos enfants plus tard. Voilà, donc ça, c'est des vraies questions. Et par ailleurs, je raccroche ça à une actualité qui est un peu moins actuelle maintenant, mais on a quand même eu la suppression l'année dernière de la possibilité de l'instruction en famille. Pour les gens qui vivent à la campagne, dans certains endroits plus isolés, c'est extrêmement grave en fait, parce que les seules possibilités qui sont acceptées aujourd'hui, c'est des exceptions, c'est la santé de l'enfant, c'est le nomadisme de la famille, etc. Le contrôle de l'État sur les écoles, sur les possibilités d'éducation des parents est en contradiction totale avec justement cette volonté, cette envie qu'on sent quand même chez les Français de se réenraciner et de retourner dans les campagnes. Et c'est la même question qui se pose aussi pour la question du soin. C'est-à-dire qu'on a, on a eu un mouvement quand même, notamment avec les violences qui avaient cours avec le Covid, les accouchements sous le port du masque, etc. On a un mouvement vers tout ce qui est accouchement naturel, soins naturels, santé naturelle, qui, à mon avis, devrait être favorisé au vu du contexte de désertification médicale, de manque de moyens, etc. Et la tendance en France est plutôt à l'inverse, ce qui pose des graves problèmes pour les gens qui vivent à la campagne, qu'une difficulté d'accès donc
aux écoles pour les parents, et puis il y a un choix quand même très restreint. J'ajoute, je fais une parenthèse supplémentaire, mais j'ajoute que les difficultés, les problèmes de la ville, que certains viennent fuir à la campagne, nous arrivent à vitesse grand V aussi, c'est-à-dire que les écoles publiques accueillent de plus en plus, en quantité de plus en plus grande, des enfants de migrants qui ne parlent pas le français. Donc quand il y en a un, ça va. Quand la moitié d'une classe dans une école publique, dans une petite localité où les enfants par ailleurs français ont assez peu de soutien au niveau de la scolarité à la maison, c'est désastreux en termes de résultats scolaires. Il faut quand même être très, très clair là-dessus aussi. Et donc, pour revenir à cette question médicale, c'est l'accès aux soins une vraie question quand on a des enfants en bas âge. C'est-à-dire que pour trouver un généraliste, pour trouver un médecin, quand un enfant a de la fièvre dans certaines campagnes, ça peut devenir très rapidement compliqué. Donc, je pense que là, il y a des enjeux politiques qui devraient être très mis au devant de la scène sur le plan local par les petites communes, justement, en réclamant ce dont nous avons besoin, mais aussi sur le plan national. C'est-à-dire que c'est une réalité. Il y a quand même énormément de personnes en France qui vivent à la campagne. On parle là de personnes qui se réinstallent, mais il y a des gens qui y sont déjà. Et c'est une réalité qui est très très peu abordée par les personnalités politiques, et on le voit notamment à travers la question des écoles. C'est-à-dire qu'on a très peu de soutien des écoles rurales. On a énormément de soutien de programmes pour les écoles en banlieue et très peu de soutien dans les écoles rurales. Je vous invite d'ailleurs à suivre le travail de la Fondation Espérance Ruralité à cet égard, qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment des enjeux politiques majeurs aussi au niveau national qui serait intéressant d'aborder un peu plus fréquemment et un peu plus en détail. Ouais. Alors vous faites référence justement à cette politique migratoire qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, des enfants de migrants sont scolarisés avec nos enfants, si je puis m'exprimer ainsi. Sylvain Saragossa, vous êtes maire de Chaumontel dans le Val d'Oise. Est-ce que vous-même êtes heurté par cette politique migratoire à l'école en particulier? À l'école, nous avons dans notre école une ou deux familles qui sont arrivées récemment. Ça ne pose pour l'instant pas de problème parce que effectivement, il y en a peu. Je peux comprendre la crainte lorsque il y a la moitié de la classe qui ne parle pas français. Ça peut effectivement poser des problèmes. Lorsque il doit y avoir un programme qui doit être respecté. Nous n'avons pas, très sincèrement, nous n'avons pas pour le moment de problème dans ce sens. D'accord. Est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, on va peut-être commencer par Anne Troubi, est-ce qu'il y a une démarche identitaire dans une dimension identitaire, dans cette démarche, au-delà des arguments pratiques, une façon de vivre, etc. Est-ce que ce côté identitaire est important pour vous? Je pense que oui. La France est quand même une construction nationale assez particulière. On parlait de pays à une époque pour parler de nos régions. C'est-à-dire que l'enracinement de beaucoup de Français, il est d'abord régional, il est d'abord dans une localité. C'est-à-dire qu'on se définit comme normand, comme bourguignon, comme provençal en France. Et c'est vrai que cet enracinement en région, il est très important. Et il passe à la fois par l'investissement des villes de province. C'est vrai que nous, on a quand même hérité de 200 ans de jacobinisme où toutes les routes passent par Paris à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a une vraie dimension identitaire qui est extrêmement intéressante, puis aussi pour renouer avec les racines de nos familles. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens qui font cette démarche, alors il y a beaucoup de profils, mais parfois c'est juste la campagne la plus proche du travail, mais il y a aussi toute une démarche, je pense, de recherche identitaire, donc des gens qui vont se réinstaller dans la région aussi de leur famille d'origine. Je trouve que c'est important. On vient de passer, on est en novembre, le 16 novembre. Le 1er novembre, c'était donc la Toussaint et le 2 novembre, la fête des morts. Donc, on a vu dans nos campagnes où c'est encore très, très vivant d'aller fleurir les tombes. Et on a vu, en fait, on voit quand on regarde ces tombes une vraie rupture. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des caveaux familiaux avec plusieurs générations de personnes d'une même famille dedans. Et puis, tout à coup, il y a une rupture. Et il n'y a plus personne. Et c'est important, c'est intéressant de voir que les gens veulent réinvestir aussi les localités de leur famille pour justement se remettre dans cette continuité, en fait. C'est un signe des temps de voir cette désertion des cimetières et de voir les gens revenir fleurir la tombe de leurs arrière-grands-parents après s'être réinstallés dans une localité. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Je trouve que ça a beaucoup de sens et je trouve qu'on donne, je pense, des repères
des repères philosophiques aussi à nos enfants quand on fait ça, quand on fait ce choix-là. Et on a quelque chose de réellement concret, enraciné et incarné à leur transmettre quant à leurs origines familiales, quant à leurs origines régionales et nationales, qui va aussi donner du sens et donner une cohérence à toutes les valeurs qu'on souhaite ensuite leur transmettre dans l'éducation. Sylvain Saragossa, cet enracinement, cette dimension identitaire, ça vous parle aussi ? Alors, nous Chaumontel, on est à proximité, pour vous situer, on est à proximité de Sarcelles, de Gonesse, de Garges-les-Gonesse, Goussainville, Villiers-le-Bel. Bon. Ah oui. Voilà, je pose le décor. Et donc, nous avons des nouveaux arrivants qui viennent de ces villes-là. Et qui fuit effectivement l'insécurité, qui fuit le côté communautaire, et quand ils arrivent, alors on a de plus en plus de personnes assyro-chaldéennes qui sont donc des chrétiens d'Orient. Et qui ne peuvent plus, je dirais, résider en sécurité. Ce sont leurs dires, hein, dans les villes que je viens de vous communiquer. Donc ils se sentent, ils souhaitent que leurs enfants puissent aller à l'école en sécurité. Et donc du coup, ils ont trouvé dans nos communes, donc que ce soit Chaumontel ou plus largement les communes de la communauté de communes, encore cette authenticité qui est relativement préservée et qu'ils s'intègrent parfaitement aux traditions d'un village comme le nôtre, hein, parce que il faut savoir qu'il y a pas si longtemps, il y avait encore 3 fermes sur la commune de Chaumontel. La dernière a fermé il y a un peu moins de 10 ans. Voilà, où on allait encore chercher notre lait avec une timbale, directement chez le fermier. Donc voilà, donc du coup, c'est pour vous planter un peu le décor. Donc ils ont fait effectivement des sacrifices de la possibilité d'avoir tout à proximité pour préserver la sécurité, le cadre de vie, la tranquillité qu'ils souhaitent avoir et qu'ils, de ce qu'ils me disent, n'ont plus dans les grandes villes que je viens de vous citer. Vous êtes épargné par cette insécurité à Chaumontel ? Oui, relativement. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais pour le moment, oui. Il faut savoir que nous avons mis les moyens pour s'en préserver. Il faut savoir que dès 2015, donc une petite année après mon élection, j'ai fait installer un système de vidéoprotection assez dense avec un centre de supervision. Nous avons, et donc suite à cela, j'ai souhaité également faire bénéficier la communauté de communes de l'époque qui était Pays de France, puisque j'étais président de la petite communauté de communes. Et donc j'ai transféré la compétence à cette communauté de communes, puisque nous avons dans notre communauté de communes une commune importante qui fait 5500 habitants, c'est la plus grosse, mais nous avons également la plus petite qui fait 96 habitants. Vous voyez, bon. Donc, et on est toujours dans le Val d'Oise, proche de Paris. Ouais. Et donc nous avons et donc depuis très sincèrement nous n'avons pas eu de problèmes majeurs. Nous avons comme partout des cambriolages, voilà, des vols de véhicules, mais ça reste vraiment extrêmement réduit. Voilà. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints dans cette table ronde. Je rappelle, Anne Troubi, que vous êtes cofondatrice du collectif Antigone et auteure de Femmes, réveillez-vous pour en finir avec les mensonges du féminisme aux éditions de la Nouvelle Librairie. Sylvain Saragossa, vous êtes maire de Chaumontel dans le Val d'Oise, et Arnaud Danjou, qui nous a quitté un petit peu plus tôt, professeur dans le hors-contrat et ex-patron du Libre Journal de la Jeune Droite. Nous saurons désormais où aller en cas de reconfinement. Je vous remercie tous les trois. À très bientôt.